Des écoles maternelles, bilingues, Montessori. Des conférences pour les grands et pour les petits. Tu vas en avoir. Ok. Tu sais que apprendre, c'est pour savoir des choses. Bonsoir et bienvenue à 1, 2, 3 mon école pour cette conférence intitulée « Jouer, quoi de plus naturel, le jeu comme moteur de l'apprentissage ». J'ai la chance d'accueillir ce soir Stéphane Jacob. Alors Stéphane Jacob, vous êtes psychologue diplômé de neuropsychologie et spécialisé dans les questions d'éducation et d'apprentissage chez les enfants et les adolescents. Vous avez également une expérience dans le secteur hospitalier, à Necker, notamment auprès des enfants malades et auprès des enfants avec des troubles du spectre autistique, des troubles spécifiques d'apprentissage et ceux dans différentes structures. Vous avez également fait des livres et des articles. Le livre « Quand j'étais bébé, le baby-boom des jouets d'éveil »,« Petits joueurs, les jeux spontanés des enfants et des jeunes mammifères »,« La curiosité, éthologie et psychologie ». On voit vraiment que le jeu est au centre de votre domaine de recherche. Et vous avez également participé comme expert scientifique à l'exposition au musée du jouet à Poissy. J'étais commissaire scientifique, donc j'ai proposé le sujet au musée. C'était une démarche assez spontanée, je ne savais pas du tout si ça donnerait quelque chose. Et je les ai rencontrés, c'est bien tombé parce qu'il y avait un trou dans leur programmation, il y a une exposition qui avait été déprogrammée. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc j'étais absolument novice, j'ai envie de dire, en termes de commissariat d'exposition. Et le hasard, plus ou moins, a fait que l'exposition s'est fait dans un délai très raisonnable. Il y avait une particularité pour cette exposition. Le musée a une très grosse collection de jouets, mais c'est essentiellement des jouets du 19e siècle et du début 20e. Or, l'idée, ça a été de faire porter l'exposition sur les années 50 et après, la deuxième moitié en fait, du 20e siècle, une période sur laquelle ils avaient quasiment rien dans leur collection. Donc, ça aussi, c'était, je pense, quelque chose d'assez original dans l'exposition pour un musée. C'est que presque tous les objets présentés étaient des choses achetées dans des brocantes, récupérées chez des particuliers, sur eBay, Le Bon Coin, etc. Donc, la collection a été constituée pour l'exposition. Et 1, 2, 3 mon école, on est des écoles maternelles Montessori bilingues, anglais-français à partir de 2 ans. On est situé en Île-de-France. Et donc, ce sujet du jeu et puis de la curiosité, bien sûr, il est au centre de notre socle pédagogique. On est très, très heureux de recevoir Stéphane Jacob sur ce sujet. Et ma première question, c'est pourquoi vous êtes intéressé sur ce sujet? Pourquoi vous y avez dédié une grande partie de votre recherche sur le développement du jeu et sur la curiosité chez l'enfant? C'est une longue histoire. Alors, on va essayer de faire une longue histoire courte. Je vais essayer de la faire courte. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne un peu... j'ai pas forcément dans ma trajectoire professionnelle, j'ai envie de dire, une ligne directrice très claire. Beaucoup de choses se font par opportunisme et en fonction voilà, de ce qui se présente à un moment donné, des envies aussi. Et pour essayer d'être à peu près clair et cohérent sur comment tout ça a pu s'assembler, je crois qu'au départ, après mes études de psychologie, je fais une thèse en psychologie et une fois que j'ai fini cette thèse, j'étais sans boulot. Je travaillais un peu à l'université, mais c'était quand même pas suffisant. Il fallait que je regarde un peu ailleurs. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 1 an sur une exposition magnifique au Muséum d'histoire naturelle qui s'appelait 1000 cerveaux, 1000 mondes. Pour les gens qui l'ont vu, vous vous souviendrez que c'était il y a déjà un certain temps. Et donc, cette exposition, c'était une exposition qui portait sur les cerveaux dans la série animale. Et donc, il montrait que le cerveau, chez les mammifères et les oiseaux, connaît en fait des formes plus simples qu'on va trouver chez les organismes, même chez les insectes, etc. Il existe des agglomérats de cellules nerveuses qui forment des centres nerveux qu'on peut assimiler à des cerveaux. Et dans cette exposition, ils souhaitaient développer un volet plus neurophysiologique, j'ai envie de dire, mais aussi des choses plus philosophiques. Et c'est dans ce cadre où en fait j'avais été sélectionné. Et pendant 1 an, j'étais en contact avec les visiteurs du Muséum d'histoire naturelle pour leur faire découvrir un peu cet univers de l'anatomie cérébrale, des cultures animales, des apprentissages en lien avec les cerveaux. Et ça pose évidemment énormément de questions.
évidemment, moi, ça m'a obligé aussi à réfléchir un peu à qu'est-ce que nous, en tant qu'espèce humaine, produit de l'évolution naturelle, qu'est-ce qu'on hérite avec notre cerveau? Notre cerveau, il est pas si spécial que ça, quelque part. Dans ses grandes lignes, dans sa structure, il ressemble beaucoup au cerveau des autres mammifères. Et donc, l'idée, ça a été peut-être de réfléchir au fait que dans mes études, j'avais surtout travaillé sur la psychologie humaine. Et est-ce qu'en regardant du côté des autres espèces, en particulier des autres espèces de mammifères, on pouvait apprendre ou avoir des clés de compréhension sur notre espèce? Et dans le même temps, comme j'étais au contact quotidien avec les visiteurs du musée, quelque chose qui m'a fasciné, ce sont les différences de comportement des visiteurs. Certains papillonnent et sont vraiment au spectacle et ressortent et clairement, ils ont vu des belles choses, mais ça ne fait pas forcément sens. D'autres sont très sélectifs et passent beaucoup de temps sur des choses très ciblées. Et à l'époque, j'avais fait une petite enquête pour voir sur un thème précis de l'exposition, qu'est-ce qu'ils avaient réussi à assembler comme connaissances. Et assez logiquement, dans la foulée, j'ai eu envie d'écrire un genre de synthèse sur la curiosité avec les liens entre la psychologie humaine et l'étude des comportements animaux. Parce qu'il n'existait rien en français, rien de récent en tout cas sur le sujet, et j'ai eu envie d'écrire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et alors, on n'y est toujours pas, hein, quelque part, on n'est pas arrivé au jeu encore. Quelques années après, complètement par hasard, dans une bibliothèque, à l'Institut de psychologie, puisque quand tant que psychologue, j'étais amené à fréquenter ces bibliothèques, j'ai découvert sur un des rayonnages qu'un chercheur américain avait publié une synthèse exactement dans la même optique, les rapports entre psychologie humaine et comportements animaux, mais sur le jeu. J'ai lu cet ouvrage, j'ai trouvé vraiment super, extrêmement documenté. J'ai envoyé un mail pour savoir s'il serait d'accord pour que je fasse une adaptation en français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur le jeu. Ah bah, tout ça est bien cohérent en tout cas, même si le hasard apparemment y était pour beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est quand même Mais beaucoup de on choses comprend qui se bien les liens présentent. du coup entre la partie un peu sur le développement, sur le cerveau, sur la partie physiologique, sur la partie psychologique, et après vous avez après sur la partie plutôt sur le jeu. Je voulais donner peut-être poser une question un peu pour donner un petit cadre historique, pour vous demander quand est-ce qu'on s'est, est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on s'est plus penché sur la question du jeu en fait chez les enfants? Ça dépend un petit peu à quoi on pense. J'ai envie de dire, il y a déjà la découverte de l'enfance, spécialement de la petite enfance, qui est survenue relativement tard. Bien sûr, les êtres humains ont toujours eu des bébés, ils ont toujours porté un regard attendri et bienveillant sur leurs enfants. Et le fait d'étudier un peu scientifiquement le développement de l'enfant, spécialement dans les premières années, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard. La psychologie elle-même est quelque chose de récent comme discipline. Elle existait depuis longtemps en tant que petite sœur de la philosophie, mais en tant que discipline autonome, émancipée de la philosophie, j'ai envie de dire, c'est une discipline qui est récente, hein, qui a plus d'un siècle maintenant, un siècle et demi, on va dire. Ça fait pas beaucoup à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et puis, les premiers travaux n'ont pas porté évidemment sur les petits et les tout petits, hein, c'était plus sur la psychologie de l'adulte, spécialement la perception. Et c'est, je pense, vraiment avec les travaux de gens comme Geisel aux États-Unis, qui a commencé à filmer avec un studio d'enregistrement dans une crèche les comportements des tout petits et à s'intéresser à des choses très triviales sur comment ils apprenaient à tenir une cuillère, comment ils apprenaient à, je sais pas, à mettre le biberon dans la bouche, des choses comme ça, qu'on a pu déterminer de manière plus précise comment se construisaient les habiletés du bébé, comment il arrivait petit à petit à se saisir intentionnellement de quelque chose, comment il arrivait à manipuler plus finement les objets. Et c'est vraiment avec ces études de choses qu'on avait toujours eues sous les yeux, mais auxquelles on s'était jamais vraiment intéressé sérieusement, que les choses ont pu se poser. Et à partir de là, il y a vraiment eu des jalons développementaux qui servent encore aujourd'hui de point de repère aux pédiatres
mais qui ont permis aussi de réfléchir plus précisément sur comment s'enchaînent logiquement les compétences de l'enfant. Et c'est vrai qu'avec des grands penseurs, hein, comme Piaget par exemple, il y a toute une réflexion philosophique qui se dégage de ça, sur comment les savoirs se construisent à travers l'activité spontanée de l'enfant. À travers l'activité spontanée, le jeu Alors aussi, dont fait typiquement, partie le le jeu. jeu Ouais. est un excellent représentant de l'activité spontanée du jeune enfant, j'ai envie de dire. Dans les comportements que l'enfant met en jeu de sa propre initiative, sans aucune incitation, des choses qui viennent de lui vraiment, je crois que les deux plus typiques, hein, c'est vraiment la curiosité et le jeu. C'est pour moi les deux types, les deux catégories de conduite qui sont les plus liées à une motivation intrinsèque, une motivation intérieure. Est-ce que du coup, il y a une relation entre l'intérêt qu'on a porté sur le jeu et sur le développement des enfants avec le soin accordé à la petite enfance? Oui, ça va de pair. C'est-à-dire que mieux connaître l'enfant permet aussi de mieux connaître ses besoins. J'ai envie de dire, dans l'histoire de la puériculture, c'est peut-être un peu anachronique d'utiliser ce terme, la première partie, c'est quand même, d'un point de vue strictement hygiénique et médical, essayer de faire en sorte que l'enfant survive, puisque la survie de l'enfant au cours de la première année était quand même assez aléatoire, hein. Donc il y avait ça. Et puis c'est là aussi, je pense que la période de la Deuxième Guerre mondiale a été quelque chose de très important, parce que il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés orphelins ou privés momentanément de leurs parents, qui ont été recueillis en milieu hospitalier, où on s'est Isolé? oui, c'est-à-dire qu'on s'occupait bien d'eux, ils avaient à manger, ils avaient un lit, etc. Mais ils n'avaient pas beaucoup de stimulation psychologique. Et c'est là où les pédiatres et les psychologues qui pouvaient être en contact avec ces enfants, ce psychologue là aussi c'est peut-être un peu anachronique pour l'époque, se sont rendus compte qu'il existait vraiment des besoins psychologiques du tout petit, et notamment qu'il y avait des besoins de Relationnel. relations Relationnel. affectives, qui avaient aussi des besoins d'activité libre. Et je pense qu'on peut citer Amy Pickler comme étant quelqu'un de très important de ce point de vue, hein. C'est vraiment une pédiatre qui a travaillé dans les pouponnières en Hongrie, si je me souviens bien, et qui s'est rendu compte que ce qu'on proposait en milieu hospitalier n'était pas suffisant, et que certains besoins de tout petit n'étaient pas garantis par ces infirmières qui, oui, faisaient en sorte qu'ils restent propres et bien alimentés, mais quand même, les enfants dépérissaient et parfois montraient des comportements qui relevaient vraiment de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y avait des balancements, des autostimulations, parce que le milieu était trop carencé Trop et trop aride. pauvre. Et ces enfants manquaient cruellement à la fois d'opportunités de jouer et aussi d'occasion de socialiser avec un adulte référent vers lequel ils puissent projeter leurs besoins affectifs et créer une vraie relation Parce que le de jeu aussi, confiance. c'est une façon d'aller vers l'autre. Le jeu, il y a un Ça côté aussi peut, très, ça peut ça être, on peut. peut jouer seul, mais on peut aussi, il y a un côté très relationnel. Et aussi à ce moment-là, ben, le jouet a toujours existé parce que je pense que dans les foules, on a retrouvé des jouets pour les enfants, mais c'est un moment aussi peut-être où on a créé des jouets d'éveil, où il y a eu à la fois un intérêt pour le jeu et puis aussi un intérêt pour le jouet aussi. Le jeu d'éveil, c'est vraiment une notion qui est aussi assez récente, hein. Mm. Vous avez parfaitement raison, hein, de souligner que ça fait très longtemps qu'il existe des jouets, et même pour les petits. Si on pense au hochet, par exemple, Mm. c'est quelque chose qui existe au moins depuis l'Antiquité. On sait que pendant la préhistoire, les hochets étaient utilisés comme un instrument de musique. C'est un instrument très simple qui permet de rythmer, par exemple, la parole. Et je crois que au niveau de l'Antiquité, avec les textes qu'on a, on sait que les nourrices utilisaient les hochets pour endormir les enfants, et assez logiquement, on peut supposer qu'elles leur ont mis aussi des hochets dans les mains pour pouvoir se distraire, se stimuler. Mais finalement, ces premiers jouets, ils sont assez stéréotypés. C'est vrai, des doudous, des peluches, et puis pour les enfants plus grands, des miniatures d'objets du monde adulte. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire,
Aux États-Unis, un peu avant l'Europe, aux États-Unis, on peut dire vers les années 30, où il commence à y avoir une offre plus étoffée de jeux, pas forcément pour les tout petits, mais pour les 2-3 ans, j'ai envie de dire pour le niveau maternel. Et dans les années 50, là, on commence à avoir un nombre d'offres plus important pour les plus petits et qui sont représentés, par exemple, par des marques qui ont vraiment une attitude assez pionnière, hein, de vraiment, si on pense au catalogue de Play School, de Kiddycraft en France et en Europe, Holgate aux États-Unis aussi, c'est vraiment des entreprises qui très tôt se sont appropriées le langage des psychologues et souvent on retrouve dans l'entreprise un lien assez étroit. Ils ont un conseiller scientifique Voilà, ou pour Hilary Page de Kiddycraft par exemple, qui est une marque qui a vraiment marqué les générations d'enfants qui ont grandi dans les années 50, 60 et même 70. Hein. Kiddycraft, c'est les gobelets gigognes en bah oui, on connaît plastique, tous, les c'est choses des comme jeux ça. qu'on... Tout le monde les a ouais, vus, on ne connaît pas forcément ouais. la marque, parce qu'après, ils ont été rachetés, bien entendu, c'est l'histoire naturelle des marques. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de novateur. C'était aussi une des premières marques à utiliser le plastique. Alors aujourd'hui, le plastique est très décrié, mais c'est vrai qu'il présente des qualités intéressantes. En termes, par exemple, De manipulation, de de sécurité, de légèreté. légèreté, de possibilité de colorer dans la masse, c'est vrai que par rapport aux jouets en bois tourné et laqué, en peinture laquée, là, on n'est pas du tout sur les mêmes propriétés. Et Hilary Page de Kiddycraft a très bien vu en fait, le profit qu'on pouvait tirer de ça, l'intérêt qu'il y avait à faire ce type de jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, où là, on a une offre de jeux, de jouets d'éveil absolument Qui est qui est surabondante. Hein. foisonnante, qui parle aussi, qui dit des choses aussi, cette surabondance de jouets, je pense, dit quelque chose. Est-ce qu'on en parlera dans un troisième temps de la On conférence? peut déjà dire hein, que c'est cette espèce d'explosion de l'offre du jouet, en particulier du jouet pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui émerge dans les années 75-85. Elle est liée au fait aussi que il y a plus de possibilités financières et puis moins d'enfants. Logiquement, ça va ensemble, hein, c'est-à-dire que les familles sont moins nombreuses et puis les parents ont un peu plus aussi de pouvoir d'achat et donc ils peuvent investir davantage sur l'univers de leur enfant. Et puis c'est trop chouette d'acheter des jouets. Bien sûr, ça Moi fait aussi, moi, genre, pour plaisir. l'école, c'est moi qui commande les jouets. J'adore, Voilà. j'adore ça. C'est vrai que les parents, on aime bien se reconnecter avec ça aussi. Du coup, au début de la conférence, vous parliez de votre parcours. Et vous parliez que vous aviez été fasciné par le rapport entre les autres espèces, parce on rappelle qu'on est une espèce aussi, une autre espèce, un autre type de mammifère, avec le rapport entre les mammifères, certains types de mammifères, et nous, dans le rapport au jeu. Vous avez fait un ouvrage sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur on voit bien que les petits chats, les petits chiens, ils jouent aussi comme nous, les êtres humains. Qu'est-ce que ça raconte finalement de ce qu'on a en commun? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des animaux familiers qu'on a l'occasion d'observer très fréquemment. J'ai envie de dire que le jeu, il est quasiment omniprésent, hein, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, chez les mammifères. Je crois que même chez des mammifères assez archaïques, entre guillemets, hein, comme les monotrèmes, comme l'ornithorynque ou l'échidné. Alors, l'ornithorynque, tout le monde sait ce que c'est, à peu près. C'est un animal un peu préhistorique. Oui, avec un genre de bec de canard. Avec un moi celui-là, je le connais. Les voilà, autres, une je ne forme sais pas. de sac avec des poils assez gras couchés sur le C'est un animal corps. qui est très ancien. C'est un animal aquatique hein, qui pond des œufs et qui n'a pas véritablement de mamelles. Hein. Je crois que le lait suinte au niveau du ventre de la mère et les petits lèchent le lait comme ça. En fait. Et donc on est vraiment sur des, c'est pas tout à fait exact, mais pour simplifier, on peut dire que c'est un genre de prototype de mammifères. Et le jeu est déjà présent en fait chez les ornithorynques et les échidnés. Et l'échidné, par exemple, c'est une espèce qui est il y a plusieurs échidnés, mais c'est un animal qui est très fort en résolution de problèmes, qui explore beaucoup, qui a déjà, on sent, une vie psychologique importante. Quoi. Donc, on peut comprendre qu'il y a un lien entre le développement du cerveau, du coup, et les apprentissages. Oui, surtout, j'ai envie de dire, le jeu, il est vraiment associé au fait qu'il y a une période d'enfance. C'est-à-dire qu'il est complètement contingent du fait qu'il y a une période d'immaturité où le petit peut être relativement insouciant.
Et ça, c'est très important de le dire, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à notre espèce. Pour jouer, il faut pouvoir être insouciant. Si vous avez faim, si vous n'êtes pas en sécurité, que vous n'avez pas d'abri pour vous reposer correctement, le jeu disparaît. Hmm. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos enfants, par exemple en situation de guerre ou de choses comme ça. C'est vrai aussi, par exemple dans les camps de réfugiés, hein, c'est un des premiers objectifs des gens de l'humanitaire, de restaurer le jeu chez les enfants, d'avoir des espaces de confiance comme ça. C'est très important pour leur santé, c'est un très bon indicateur, un très bon témoin. Mais c'est vrai chez tous les mammifères, c'est-à-dire qu'un animal qui est rassasié et qui se sent en sécurité dans son environnement familier, parce que ses parents pourvoient l'essentiel de ses besoins, alors là, oui, le jeu est possible. C'est vraiment une condition essentielle. Hein. Et ce besoin de jouer, il vient d'où alors? Alors c'est une grande question. C'est pas évident d'y répondre non plus. Il y a plusieurs hypothèses en la matière. Quelque chose qui est très typique des jeunes, c'est qu'ils ont en général une espèce de surcroît d'activité motrice. C'est comme ça des moments dans la journée où il y a une espèce de folie, d'excitation. C'est vrai chez les enfants humains, mais c'est vrai aussi chez les autres jeunes mammifères. Il y a des débordements comme ça, justement, quand tous les besoins sont... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a bien mangé, une fois qu'on est bien reposé, alors il faut dépenser toute cette énergie accumulée. Et donc, il y a une espèce de dépense inconsidérée, mais qui est possible parce que justement, on est protégé et les besoins sont assurés. Une des hypothèses qui a été faite depuis très longtemps, je crois elle a été proposée pour la première fois au tout début du XXe siècle, c'est l'idée que le jeu sert à roder des comportements qui seront importants à l'âge adulte. Par exemple, la course, des techniques de prédation. On voit souvent les petits chats, par exemple, qui essayent d'attraper des pelotes ou des choses comme ça, ou des balles. Clairement, c'est un genre d'entraînement à la chasse hein, que le chat peut garder même à l'âge adulte. Mais toutes les espèces ne sont pas dans ce cas. Mais c'est vrai aussi d'autres choses. Par exemple, souvent, en tant qu'adulte, surtout quand on est avec des enfants, on est un petit peu gêné de voir, par exemple, que les veaux, ils se montent dessus comme s'ils allaient s'accoupler. Clairement, ça n'a aucune... Mais ils s'entraînent. Oui, on peut penser que c'est un genre d'entraînement. En tout cas, ils ont dans leur répertoire comportemental cette séquence qui est présente. Pour l'instant, elle ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas à maturité sexuelle, mais elle est pratiquée, souvent de manière fragmentaire d'ailleurs. C'est-à-dire que la séquence n'est pas complète, évidemment, il n'y a pas de pénétration, de choses comme ça. Mais voilà, il y a la pratique de la monte est faite, et puis voilà, après on passe à autre chose, on se bouscule. C'est des fragments finalement qui en soi n'ont pas de fonction. C'est comme si l'ensemble de ces bouts de comportement émergeaient de manière assez anarchique. Et après, quand on est parent avec ses enfants, on voit qu'il y a des phases, par exemple, où les enfants, moi, ils vont jouer. Ça va être très important de jouer à se cacher, par exemple. Oui. Et ça, c'est une phase, enfin, je pense que tous les parents l'ont vu, à un moment, jouer à cacher, je suis caché, c'est vraiment une phase qui est partagée universellement par tous les enfants. Moi, ma fille, elle a 2 ans. On joue beaucoup, depuis un moment, on joue à se cacher. C'est quelque chose, je sens, c'est un besoin pour elle. C'est très important pour elle de jouer à ça. Oui, c'est on parlait un petit peu avant le début de la conférence, hein, parce qu'en aparté, on a quand même échangé un peu. On parlait de pourquoi dans les villes, finalement, il y a eu, à partir des années 50, c'est vraiment après-guerre, c'est vraiment une période clé. Là, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Oui, et notamment au niveau de l'urbanisme, il y a une prise en compte bien plus importante qu'auparavant des besoins des enfants en ville. Et clairement, dans les besoins, c'est les Scandinaves qui les premiers ont réfléchi là-dessus, au Danemark, en Suède. Toujours précurseur. On réfléchit aux besoins des enfants de pouvoir courir, grimper, se cacher, ce qui n'est pas du tout évident quand on habite dans une ville qui est très dense, qu'on habite dans un petit appartement avec beaucoup de frères et sœurs. Si vous pensez quand même, c'est des périodes où la limitation des naissances n'était pas possible. Hein. Donc, c'est des gens qui habitaient en ville dans des appartements petits, pas très bien équipés, avec parfois 6, 7, 8 enfants. Hein. Donc l'espace était vraiment compté et à l'extérieur, c'était des voitures, c'était des trottoirs et il n'y avait pas beaucoup d'espace vert non plus. En tout cas, pas d'espace vert. On pouvait par exemple grimper à l'arbre, hein, c'était interdit. Et les pelouses aussi. Ah bah oui, alors pour les enfants, on voit que la première chose qui les intéresse dans les parcs, c'est de piétiner le gazon et de casser des branches pour faire des cabanes.
Du coup, dans les hypothèses qu'on a soulevées, donc sur le besoin de jouer, si je comprends bien, donc il y a une question qui est une sorte d'entraînement. Donc en fait, on a des comportementaux un peu stéréotypés comme ça, qui sont des sortes d'entraînements qu'on voit chez les mammifères et chez les enfants. C'est ça. Après, il y a une deuxième chose plutôt qui est une sorte de débordement d'énergie où du coup le jeu vient finalement dans un cadre où on a tout. Et ben après, finalement, on peut jouer parce qu'on a déjà pourvu au fait d'avoir mangé, d'être en sécurité. Est-ce Je qu'il y a vais le une... dire un peu autrement. Vous avez parfaitement raison dans la façon de résumer. On pourrait dire en fait qu'une partie du jeu est liée à la maturation. Du cerveau? À la maturation De tout, du neurologique. développement C'est global. pas que le cerveau en fait, parce que au cours du premier développement aussi, les signaux nerveux ils gagnent en rapidité. Pourquoi l'enfant est si démuni au départ? Son cerveau il marche déjà relativement bien. C'est aussi que la Le navigation des corps. influx nerveux n'est pas très efficace. Et les zones du cerveau ne communiquent pas super rapidement entre elles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un peu maladroites, quoi. Et j'ai envie de dire quelque chose qui est fabuleux dans le développement de l'enfant, c'est que, et nous, en tant qu'adultes, malheureusement, on est privés de ça, c'est que le monde est réinventé à plusieurs reprises. Quand vous êtes petit, que vous êtes couché sur le dos dans votre lit, une des premières compétences, par exemple, que vous développez, c'est de réussir à tourner la tête ou de diriger les yeux dans un sens et dans l'autre. Déjà, c'est fabuleux. C'est-à-dire que par votre propre initiative, vous changez complètement le cadre, le tableau sensoriel qui s'offre à vous. Juste en tournant la tête, c'est différent, c'est autre chose, c'est d'autres stimulations. Et de ma propre action, je peux faire ça. Ensuite, quand je commence déjà à pouvoir utiliser un peu mes bras, ou je peux les lancer vers des objets, eh bien, vous savez, par exemple, pour les bébés, il y a souvent des choses qui sont accrochées Oui. au-dessus de leur lit, et ils peuvent facilement les faire bouger en remuant les jambes, les bras, de manière assez peu synchronisée. Mais ça produit un Mais ils ont effet. une action sur le monde Et extérieur. surtout, voilà, ils produisent un effet dans le monde réel. Et un psychologue peu connu, qui s'appelle Robert Et ils White, existent. il a montré que c'était Mm. une motivation vraiment centrale, Mm. ce qu'il a appelé l'effectance, c'est-à-dire la capacité à produire des effets. Notre cerveau, il est aussi construit de manière à ce que chaque fois que par hasard, par accident, on provoque un effet dans le monde physique, le cerveau s'intéresse, focalise son attention sur ça et essaye de dupliquer ça. Mm. En bougeant mon bras, j'ai fait tomber quelque chose et ça a fait du bruit. Maman le remet et j'essaye aussitôt de le faire retomber. Mon enfant jette des objets sur le sol. Il est en train de C'est faire... passionnant. C'est passionnant et il est en train de faire des expériences. Alors après, des fois, c'est l'assiette avec la purée. Mais c'est encore plus drôle. Et c'est encore plus drôle. C'est encore plus drôle si le parent perd patience et s'énerve. C'est-à-dire qu'on le voit, il devient tout rouge, il crie, il fait des gestes. Quelque part, c'est drôle. Évidemment, l'enfant se rend compte qu'il peut y avoir des conséquences négatives et il apprend à réguler ça. Mais par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les enfants avec autisme et une déficience intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup produire des effets. Mais ça leur importe peu de savoir si c'est des effets qui ont un effet désastreux sur leur environnement social, parce qu'ils sont peu sensibles à ce genre de signaux. Et donc, quand les parents se mettent en colère et crient, etc., c'est intéressant. Donc, on cherche à le refaire. Et souvent, les parents disent, mais ils provoquent. Finalement, il est dans la relation aussi avec l'autre. Ils cherchent C'est à produire intéressant. un effet. L'effet est intéressant en soi. C'est comme faire tomber le verre par terre. Il faut toujours, c'est la nuance entre l'expérimentation et la bêtise. Ça, c'est plus le regard de l'adulte. C'est le regard de C'est une l'adulte, du bêtise. coup, des fois, qui a un jugement. Alors, est-ce que tu as fait une bêtise ou est-ce que tu as fait une expérimentation? Est-ce que tu es dans la recherche? On est Finalement, déjà dans quelque chose de complexe. voilà, est-ce que tu es dans le jeu? Et c'est vrai qu'en tant que parent, des fois, on essaye de se positionner, d'être bienveillant aussi, même si des fois, la purée est par terre. Alors là, on a parlé d'étapes relativement simples, hein, contrôler le regard, contrôler les manipulations, bien sûr, avec l'acquisition de la marche, ou même du déplacement à quatre pattes ou sur les fesses, pour ceux qui se déplacent sur les fesses, il y a la possibilité d'explorer l'espace. Ça aussi, ça réinvente complètement le monde. C'est-à-dire que l'enfant commence à explorer son espace de vie et à se rendre compte que différents points de vue peuvent être coordonnés, construire une représentation mentale aussi de son espace familier.
Ça aussi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, qui est une passion à un moment pour l'enfant. Et puis par la suite, il y a d'autres choses qui vont venir. La découverte du langage, de ce qu'on peut faire avec le langage, qui est un outil formidable. Aussi, après l'exploration des relations sociales, pour les enfants qui sont un peu plus grands, on voit chez les enfants de 6, 7 ans, par exemple, à quel point les scénarios sociaux deviennent importants. Mettre en scène des choses de la vie des adultes, telles qu'on a pu l'attraper à droite ou à gauche, ça devient vraiment quelque C'est chose les jeux de de rôle, de passionnant. mimétisme. Des jeux de rôle, exactement. Ça, on a tous le souvenir d'avoir joué à papa, maman, Jouer à d'avoir papa, joué maman, de... et pas seulement papa et maman qui s'occupent du bébé, mais aussi papa et maman qui se disputent, qui se crient dessus, qui s'enguirlandent au téléphone, etc. Tous les aspects de la vie adulte sont intéressants. Même les aspects que nous, on n'aimerait pas transmettre à nos enfants. Au contraire, c'est les plus intéressants parce qu'ils sont justement assez rares et marquants par leur caractère exceptionnel. Et après, un jour, on va à l'école. Et Oui. là, du coup, on est dans des modalités qui sont pas le jeu ou le jouet, mais on est dans des modalités plutôt d'apprentissage, plutôt dans des apprentissages scolaires, Guidé par l'adulte. guidés par l'adulte. Et en même temps aussi, dans les apprentissages, aussi, on peut utiliser le jeu aussi pour arriver à l'apprentissage, qui est un bon levier également. Alors, il faut distinguer, je pense, deux choses. Je ne sais pas si je fais bien de m'aventurer sur ce terrain, mais il faut distinguer deux choses, j'ai envie de dire. D'une part, il y a une certaine manière de faire passer l'éducatif. On fait passer la pilule en donnant un caractère un peu ludique. Tu vas apprendre, mais je trouve une stratégie C'est ça. finalement pour que tu vas voir, on va faire un jeu, mais en fait, c'est pour développer ton vocabulaire. Voilà. c'est intéressé, quoi. Voilà, c'est ça. L'adulte a une arrière-pensée. L'enfant le détecte assez vite. Mais par exemple, moi, je travaille avec beaucoup de rééducateurs. Clairement, les orthophonistes utilisent énormément de jeux de ce genre parce que très peu d'enfants sont motivés par travailler sur des exercices de langage pur. S'il n'y a pas un petit peu de sucre avec du jeu, finalement, ce serait beaucoup plus difficile de faire travailler les enfants jeunes sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, j'ai envie de dire, parce qu'on parle d'éducation, il y a aussi toute la partie, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, je ne sais pas si on peut encore les appeler comme ça, mais des pédagogies nouvelles, pédagogies actives, qui ont été très importantes. Alors évidemment, ici, dans une école Montessori, donc c'est important, les petits plateaux qui sont sur les étagères, ça a été une source d'inspiration très importante. Hein. Le fait de manipuler, d'avoir Le fait d'avoir les choses accessibles dans les mains, et de pouvoir s'organiser et faire. Sortir de l'abstraction pour retourner aussi dans des choses très concrètes. Dans des choses très concrètes. Ouais. Mais même nous, par exemple, dans une école Montessori, par exemple, si une éducatrice, elle présente l'activité, par exemple, l'enfant, à un moment, peut-être détourne le matériel ou ne fait pas l'activité. Il va faire autre chose. Il va prendre les barres numériques ou la toureuse et peut-être qu'il va faire une sculpture avec un château. Et dans ces cas-là, nous, enfin en tout cas à l'école, si ça a du sens pour l'enfant et que le détournement a du sens, en fait c'est bienvenu aussi. Parce qu'on peut aussi laisser des parts dans l'apprentissage qui soient aussi du détournement et du jeu, et ça peut aussi avoir sa place aussi autour. C'est important de parler de ça parce que tout à l'heure on a parlé des changements de regard un petit peu avec la prise de conscience des besoins psychologiques chez le jeune enfant. Tous les courants de pédagogie active, que ce soit Montessori, Freinet, De Crowley, Dewey, c'est des gens qui ont permis aussi de changer un peu le regard qu'on a sur le jeu et le jouet, en montrant que l'enfant avait en lui un moteur d'apprentissage, c'est-à-dire que oui, on aimerait le guider dans un certain sens, on aimerait organiser les choses pour lui, sauf que ce n'est pas forcément le bon moment. Peut-être que l'enfant n'est pas intéressé ou n'est pas prêt à ce moment-là pour faire cette découverte. Et le fait d'avoir les choses à disposition, d'attendre que l'enfant soit prêt, c'est aussi une voie pédagogique intéressante, même si elle est un peu risquée, parce que peut-être que ce moment ne viendra jamais. C'est ce que Maria Montessori appelle les périodes sensibles. Il y a une anecdote comme ça d'une éducatrice de notre école qui a dit qu'elle a eu un enfant qui pendant 3 mois en fait n'a pas pratiqué une activité, il n'a fait que observer les autres enfants et elle, patiemment, elle a attendu, elle l'a laissé faire. Et un jour,
il s'est déclenché, il a pris toutes les activités et il les a toutes faites. Et c'est ça, en fait, qui est la beauté d'attendre aussi que l'enfant soit prêt et de lui faire confiance. Et après, de lui faire confiance, exactement. De lui faire confiance. Et là, du coup, quand il y va d'une façon spontanée, quand c'est le moment pour lui, alors là, du coup, les apprentissages vont se mettre en place d'eux-mêmes avec beaucoup de facilité. Voilà, on digresse un peu, mais comme, c'est important, comme on est dans une école Montessori où c'est vrai, où il y a la question de la manipulation, le fait d'avoir des objets, et puis aussi même dans les apprentissages, notamment pour les mathématiques, les enfants travaillent, enfin, ils sont en groupe. Il y a une partie aussi de jeu et d'émulation qui est vraiment, qui est vraiment et qui aiguise la curiosité, puis la beauté aussi, puisque le matériel est beau et donc on a envie de s'emparer, on a envie de les prendre, ce qui est le principe du jouet aussi, parce que le jouet, pour que l'enfant ait le jeu, pour qu'il ait envie de jouer, il faut que ça soit beau, il faut qu'il ait envie de le prendre dans les mains aussi et que ça soit attractif. On n'a pas tellement parlé du deuxième point. Alors parce que, avec la curiosité. Oui, c'est c'est un point que vous vouliez aborder, mais tout à l'heure, on a parlé des effets de la maturation et du fait que l'enfant, petit à petit, il se saisissait des compétences qui sont émergentes. Évidemment, ça le passionne dès le moment où il peut faire certaines choses, de rôder cette compétence et d'exploiter ça à fond, de voir jusqu'où il peut aller avec cette compétence. Mais à côté de ça, il y a aussi un moteur, c'est un autre moteur, c'est évidemment l'ennui. Très important, on en a parlé effectivement. C'est l'idée que quand on est dans un environnement familier sécurisant, c'est bien, mais au bout d'un moment, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quoi. Et comme on l'a dit, l'enfant, il a un besoin d'activité, un besoin de stimulation aussi. Et donc, lui-même va se mettre en quête de stimulation. C'est ce qu'on appelle la curiosité diversive, une curiosité qui permet de rafraîchir un peu son niveau de stimulation. C'est des choses dont on parle rarement actuellement parce que c'est des vieilles théories, mais il y a un concept qui m'a toujours semblé vraiment intéressant, j'ai repris aussi bien dans le livre sur la curiosité que dans celui sur le jeu, c'est celui de l'optimum de stimulation. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça paraît un terme assez barbare, effectivement. C'est l'idée que chaque individu se caractérise par un niveau de stimulation où il se sent bien. Et donc, d'un individu à l'autre, ce niveau est différent. Certaines personnes ont des besoins très importants de stimulation, d'autres, au contraire, cherchent à diminuer le niveau de stimulation. Typiquement, les gens qui ont besoin de s'isoler souvent, d'activités calmes, de repos, on parle de sensibilité un peu. Oui, c'est des paramètres personnels différents. Et chez les enfants, de manière générale, il y a un besoin de stimulation qui est assez important. Et donc, l'enfant a une faible tolérance à l'ennui. Et donc, quand il s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, faire des bêtises, comme on disait tout à l'heure. Ou des expérimentations. Voilà, c'est-à-dire qu'il va aller farfouiller dans le placard de la cuisine, voir s'il n'y a pas des casseroles ou des trucs comme ça qui peuvent être étalés par terre, avec lesquels on peut faire des choses. Oui, effectivement. Et puis, on a tous, dans le souvenir d'enfance, un moment où on s'ennuyait terriblement et puis tout d'un coup, on a une idée géniale. Ouais, et là, forcément génial. Forcément génial, ou une grosse bêtise au choix. Et là, et c'est vrai que nous, on est dans des sociétés où aussi on a beaucoup de jeux, beaucoup de jouets, beaucoup de stimulation. Et je trouve qu'on a tendance, je parle moi en tant que parent, quand on voit l'enfant qui s'ennuie, peut-être à tout de suite venir vers lui, surtout en ville où on n'a pas de grands espaces de nature, à venir vers l'enfant pour lui proposer des choses. Alors que finalement, ces moments d'ennui où du coup, il sait pas trop quoi faire, quand là, il arrive à trouver par lui-même quelque chose, et la question de la créativité aussi, de trouver une idée, quelque chose, là, il se trouve, il trouve quelque chose à lui. Je trouve que c'est pas évident de laisser cet espace parce qu'on est très attentionné, très attentif. On veut trop. Il y a une sorte de hyper-parentalité, j'emploie un terme un peu à la mode, où du coup, il y a un surinvestissement et on rentre dans l'espace de l'enfant. Et comment sentir le moment où il faut le laisser dans son espace aussi et accéder à ce moment. Ouais. Parce que vous parlez souvent, vous avez en tête souvent le cas de l'enfant qui est seul. Et c'est pas une situation normalement, ils sont avec plein d'autres enfants. C'est ça, exactement. J'ai envie de dire les conditions pour que le jeu se mette en place. Il faut être avec plusieurs enfants. Il faut avoir du matériel à disposition, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des cailloux, de la poussière, des chaises. Enfants. Il faut être avec des partenaires de jeu, au moins un. Au moins un. Il faut avoir ni faim, ni soif, ni sommeil, comme on a dit tout à l'heure. Il faut avoir une certaine disponibilité. Et puis, il faut aussi ne pas être trop sous la supervision de l'adulte. Parce que l'adulte, il a aussi un rôle un peu inhibiteur pour l'enfant. C'est-à-dire que
être sous le regard de l'adulte, ça veut dire qu'on doit contrôler ce qu'on fait. Et échapper au regard de l'adulte, c'est là où c'est vraiment propice au jeu parce que on est libéré et on peut faire un peu n'importe quoi. On peut faire les foufous, quoi. Ouais, ma fille, elle a 2 ans, des fois, elle ferme la porte dans sa chambre et je la laisse. Oui. Et quand elle est très silencieuse, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et je patiente et j'attends, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, on a des questions de sécurité, toujours les questions de sécurité, c'est-à-dire finalement comment Ouais. est-ce qu'on gère cette question de sécurité auprès des enfants et puis en même temps leur laisser les espaces et la liberté nécessaires aussi pour pouvoir avoir accès à ces moments-là qui sont très importants. C'est un vrai sujet de questionnement, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une société quand même où le risque perçu par les parents fait que l'enfant est effectivement ultra sécurisé, mais ça lui interdit aussi des occasions normales de jeu, sauf à l'école où il se retrouve en grande communauté. Mais c'est ça, normalement, la vie de l'enfant. C'est la tribu. La vie de l'enfant, c'est d'être en tribu, C'est avec d'être des enfants d'âge en mélangé. tribu et puis aussi avec des grands-parents, etc. En ville, on a souvent un enfant, on n'a pas les grands-parents, on est seul dans des maisons, on est Tout à fait. isolé, on a des jeunes enfants, on n'a pas d'aide, alors que pour élever un être humain, même un bébé, normalement, on sent bien qu'on aurait besoin d'être beaucoup plus Bien sûr, nombreux d'avoir et du relais. d'avoir du relais. Vous regardez dans un groupe de Et chimpanzés, c'est exactement voilà. ce qui se Et des passe. fois, on se dit, mais Le c'est petit, il est avec sa mère, mais les autres adultes sont assez friands d'échanges avec bah les oui. petits. Quand la mère l'autorise, en fait, ils aiment beaucoup le stimuler, le titiller, le porter, etc. Et je pense que l'enfant humain, il est exactement là-dedans, spécialement pour les un peu plus grands. S'ils avaient la possibilité de jouer dans la rue en bande avec les enfants du quartier, ce qui est aujourd'hui peu imaginable, hein, ce serait super. Il faut que les adultes autour, parce que ça se passe comme ça traditionnellement, dans les sociétés traditionnelles, en fait, il y a une espèce de diffusion comme ça de la vigilance qui fait que tous les adultes gardent un œil sur les enfants. Ils ne sont pas en train de les surveiller vraiment de manière rapprochée, mais s'il y a un problème, n'importe quel adulte peut intervenir et aider. On le retrouve en Espagne, par exemple, ou dans la rue. Il y a beaucoup plus les enfants dans la rue qui jouent Oui. en Espagne. Dans les pays méditerranéens, de manière méditerranéens. Et du coup, là, il y a moins cette question de surveillance. Les enfants dans la rue, ils jouent dans la rue avec d'autres enfants. Il y a des voitures, des trottoirs. Mais à Paris, par exemple, on ne verrait jamais ça. Il y a toujours les parents, même au square, qui a un espace. En fait, il y a toujours les parents qui viennent interférer. Et c'est normal, et réguler aussi les rapports avec les autres enfants. Si vous regardez un petit peu comment sont aménagées les aires de jeu, la plupart des aires de jeu, il y a un banc pour que les parents s'assoient et regardent l'enfant. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'adulte qui est en surveillance, mais finalement, c'était un peu la question de la ville et la question de la nature. Bien sûr. Parce que si on manque d'espace naturel, finalement, et qu'on est en ville, c'est plus difficile finalement de proposer à ses enfants d'avoir ces espaces-là. Oui. Moi, par exemple, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans sur une colline dans une ferme et donc on allait souvent, et Élise qui est à côté de moi, et aussi on allait souvent dans la forêt tout seul pendant des heures sans surveillance. Et en fait, je me rends compte que ma fille qui est en ville, je ne peux pas du tout lui proposer ça. Et moi, je me rappelle que là, il y avait des jeux spontanés dans l'imaginaire et les adultes n'étaient pas là et qu'on partait, ils ne pouvaient pas nous appeler, on n'avait pas de téléphone, ils ne savaient pas où on était. Et c'est des moments de liberté extraordinaire qui sont très difficiles à mettre en œuvre en ville. En même temps, c'est un phénomène qui est relativement récent, j'ai envie de dire. Parce que dans les années 50, 60, même 70, en ville, spécialement dans les quartiers populaires, les enfants jouaient sans problème, seuls, en bande. Quand est-ce que ça a changé et pourquoi? Ouais, je pense que c'est vraiment dans les années 80-90 où il y a eu vraiment une espèce comme ça d'intensification des normes, de la sécurisation, etc. Vous avez, je vous ai fait voir tout à l'heure le livre de Jacques Simon, en fait, qui s'appelle Du bac à sable au terrain d'aventure. Alors, c'est ce livre, mais c'est pas avec une autre couverture. Avec ma couverture, donc je vous ferai voir peut-être tout à l'heure des images. Mais c'est un document remarquable parce que c'est un document. Jacques Simon, c'était un paysagiste et dans les années 70, il a documenté un petit peu les aires de jeu qui existaient dans plusieurs pays européens. Il était assez intéressé par les manifestations comme ça, la façon dont les enfants s'appropriaient ces espaces. Les espaces qui étaient délaissés par les adultes, ça pouvait être des friches, des choses comme ça. Les espaces qui avaient été aménagés pour les enfants et aussi les grands rassemblements, par exemple dans des terrains d'aventure qui ont été expérimentés dans les années 70.
avec plus ou moins de succès. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu à la limite de ce qui serait entendable en termes éducatifs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de... Bon, les années 70, il y a aussi un certain esprit d'expérimentation, hein, dans l'après 68 surtout. Mais ce document, il est très intéressant parce qu'il nous montre une enfance récente et qui en même temps révolue. Et très différente. Et voilà, c'est ça. C'est des images qu'aujourd'hui, on aurait du mal à faire les mêmes photos, quoi. Des enfants un peu débraillés comme ça en très grand groupe qui s'amusent avec des cartons, qui font du feu, avec une forme de sauvagerie. oui, exactement, il y a une idée vraiment de spontanéité, de liberté qui semblait un peu extrême, hein. Mais ça reste un besoin. Ça dit quelque chose des besoins profonds de l'enfance et aussi du besoin de l'adulte de juguler ça, je crois, de ne pas laisser trop de place justement à cette espèce de barbarie de l'enfance. Et en même temps, le rôle éducatif, c'est aussi de tirer l'enfant vers les normes sociales et la société. Et le rôle de parent, c'est un rôle de socialisation. Donc, le parent, il fait aussi de gros efforts pour étouffer ou en tout cas formater cette part de spontanéité. Préparer l'enfant à rentrer. À exercer ses rôles sociaux. Et, bien sûr, et à être bien et à pouvoir s'intégrer aussi en société, à lui donner les codes. Les codes, tout à fait. Voilà. Et après, c'est entre les parents et les enfants. Bon, il y a la partie de jouets, de jouets qu'on achète, par exemple les jouets d'éveil qu'on fait avec les enfants. Et puis après, il y a la partie de jeux spontanés plutôt. Oui. Par exemple, quand on joue à cache-cache avec ses enfants, quand on joue, on fait des jeux d'imitation avec eux. Et moi, je vois qu'en vieillissant, on a moins ce besoin de jouer. Oui. Et en même temps, les enfants réactivent aussi ce plaisir et ce besoin. C'est comme si on se reconnectait finalement avec quelque chose de perdu, mais qu'on retrouve avec bonheur aussi, comme si on s'était éloigné de quelque chose d'important. Oui, je pense que quand on est dans la vie active, en fait, on est parfois un peu prisonnier de nos rôles sociaux, de notre rôle de parent, de notre rôle d'employé ou de cadre ou de je ne sais quoi, mais en tout cas, on s'identifie complètement à ces rôles et ça étouffe aussi une certaine spontanéité en nous. Quelque part, on est trop bien formaté dans cette période de la vie et quand on avance en âge, qu'on se retrouve à la retraite, qu'on est un petit peu libéré de ça et qu'on est en contact avec nos petits-enfants, finalement, on peut retrouver quelque chose de l'enfance qui n'est pas perdu vraiment, c'est juste un peu caché. C'est un peu caché parce que c'est vrai qu'avec ses enfants, on se dit, mais si jamais on me voyait en train de faire ça, c'est ça. Dans ce moment en fait où on lâche prise et justement on laisse son rôle d'adulte et on retrouve cette spontanéité, ce lâcher prise et qu'on est complètement disponible en fait et qu'on oublie tout et qu'on arrive justement à jouer avec son enfant comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit, mais alors j'espère que personne ne va me voir parce que là, on va me trouver ridicule peut-être. Ou c'est vrai qu'on a. Oui, et même je pense pour les personnes qui sont vraiment très âgées, hein, des personnes du 4e âge, il y a aussi un défi très important qui se pose à elles, c'est la perte d'autonomie. Et ça oblige vraiment à une certaine humilité, c'est-à-dire que des choses qu'on faisait très facilement avant deviennent difficiles. Aller jusque la boulangerie à pied, ça devient difficile. Mettre son manteau, ça devient difficile. De nouveau, ça l'a été par le passé, mais à nouveau, c'est difficile. Et quelque part, on se retrouve un petit peu, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que les compétences qu'on avait acquises, elles sont toujours là, mais elles sont moins fonctionnelles. Et donc, voilà, on doit faire avec. Et quelque part, toute cette peur du ridicule dont vous avez parlé juste avant, on l'oublie, quoi, parce que de toute façon, on fait ce qu'on peut, quoi. On accède à une nouvelle liberté aussi. C'est ça. Et aussi dans les sociétés contemporaines, je vois en ville, par exemple, souvent, les familles sont éloignées des grands-parents, et les grands-parents sont loin, et du coup, voilà, c'est pas évident, du coup, parce que c'est vrai que les personnes âgées et les enfants, c'est génial, parce qu'il y a un moment, en fait, ils sont très loin, mais ils se retrouvent à un endroit, et c'est vraiment merveilleux de les voir ensemble. Il y a vraiment des alliances contre les parents. Il y a des alliances. Et puis aussi, en tant que grands-parents, certainement, on peut se permettre, quand on a quitté son rôle social, d'être un adulte plus libéré avec ses petits-enfants, parce qu'on est moins dans des postures d'autorité peut-être. Et c'est un reproche que font très souvent les parents. Hein. D'ailleurs, moi, dans les parents que je vois en consultation, ils disent mais je suis obligé de le confier, je suis obligé de le confier à ma mère, mais elle ne met pas de cadre, il a le droit de tout faire. Moi, ma mère, elle s'est autoproclamée mamie laxiste. C'est ça. Et elle le revendique et ça me plaît beaucoup. Donc oui, le relais familial, c'est bien, hein, mais ça donne aussi d'autres modèles quelque part. On n'est pas dans la continuité, forcément. Mais en même temps, il y a une liberté
qui est agréable aussi. L'enfant apprend beaucoup de cette diversité de relations avec les adultes. Alors, je voulais vous montrer un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre pour enfants qui est déjà un peu ancien. Il s'appelle Maman, je m'ennuie. C'est un livre qui a été fait par un illustrateur japonais. C'est une histoire de macaque japonais. Elle est très fidèle d'un point de vue naturaliste. C'est des vrais comportements d'animaux. Ils ne sont pas du tout humanisés, même si on les fait parler dans le texte. Mais en tout cas, les comportements qu'on voit sur l'image sont des comportements que cette espèce peut montrer. Et il explique très bien la dynamique dont on parlait au cours de cette heure d'échange sur les liens entre l'ennui, le besoin de jouer, le besoin d'aller vers les autres, d'avoir des partenaires de jeu, de faire un peu n'importe quoi, de se confronter à l'autre, parce que le jeu, il a aussi évidemment une fonction de socialisation. C'est en jouant avec les autres qu'on apprend à mieux les connaître aussi. Et puis le besoin de revenir dans un peu le cocon avec maman, comme ça on se repose avec le petit frère et la sœur à la fin. Et ce livre, il est très didactique sur les thèmes dont on a parlé. Peut-être ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en téléchargement, en PDF, notamment sur mon site professionnel. C'est le catalogue de l'exposition Quand j'étais bébé. C'est un catalogue qui est illustré. Il y a beaucoup de jouets des années 50 à aujourd'hui. C'est des jouets pour les petits. Puis vous avez si le thème vous intéresse vraiment, vous pouvez lire, bien sûr. Il y a des parties qui sont un peu plus scientifiques, d'autres un peu plus historiques. Ça se lit facilement. Tout à l'heure, on a parlé du livre de Jacques Simon. Alors là, c'est une version en anglais, mais il s'appelle en français Du bac à sable au terrain d'aventure. Et c'est un livre qui documente comme ça la place laissée aux jeux en ville dans les années 70. Voilà, c'est des photomontages, c'est des photos noir et blanc, mais c'est très riche comme documentation. Il est un peu difficile à trouver. Si par exemple vous avez l'occasion de fréquenter la BPI et un centre Pompidou quand c'est possible, ils l'ont, donc vous pouvez le feuilleter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Évidemment, je pourrais parler des livres que j'ai écrits. Voilà, donc ce livre-là, je crois aussi qu'il est épuisé. Il y en a un autre sur la curiosité, celui que j'avais écrit sur le jeu, il s'appelle Petit joueur, c'est aux éditions Mardaga. Peut-être qu'un jour ce sera à nouveau disponible. Et il faut que je dise que j'ai une exposition en préparation sur Saint-Quentin en Yvelines. Donc ce sera en septembre 2021, si tout se passe bien. Ce sera une exposition qui s'appelle Viens jouer dehors et qui est consacrée aux créateurs de jeux, pour les aires de jeux extérieures, des années 68 à 78. C'est vraiment une période phare où la créativité autour des aires de jeu a été absolument spectaculaire. Et donc, cette exposition présente le travail de ces créateurs. On aura même des jeux de l'époque qui seront présents dans l'exposition. C'est à Saint-Quentin en Yvelines, au musée de la ville. Voilà. Et peut-être, je lâche plus la parole une fois que je l'ai. J'ai un projet, alors peut-être ça va se faire, le monde de l'édition est un petit peu en berne actuellement, c'est compliqué d'éditer avec le contexte Covid, mais peut-être qu'on va s'en sortir, avec une éditrice parisienne qui s'appelle Carole Dapré. On avait normalement en projet un livre consacré au Hocher, parce qu'elle a une très belle collection de Hocher. Elle a une maison d'édition qui s'appelle Pickpock. Et l'idée, ce serait de faire un recueil de textes consacré au Hocher et aux jouets pour bébés. Et c'est des choses où on est vraiment sur le lien entre design et jouets pour enfants. C'est vraiment pour montrer que des créateurs qui sont vraiment des artistes se sont penchés sur un objet aussi basique que le Hocher et ont eu des propositions de Hocher un peu novatrices, des choses vraiment extraordinaires sur ce jouet qui existe depuis toujours, j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'on a un contenu foisonnant. Voilà, mais merci beaucoup du coup, merci Stéphane Jacob, d'être venu. Merci. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi. Puis vous pourrez retrouver du coup le podcast de cette conférence sur notre site internet et puis sur YouTube aussi. Voilà, où on le publiera. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt. 1, 2, 3, mon école. Bonsoir.